Bonjour tout le monde, bienvenue à notre coin des sciences, encore cette semaine avec Yannick. Bonjour. Qui se joint à nous, qui est resté 2 semaines ici. Merci pour ça. Ça dans notre plaisir. petit studio. j'ai pas bougé d'être là depuis 2 semaines. Exact. C'est bien agréable de ta part. Bonjour Carl, toujours Salut. ici, bien Ouais. au rendez-vous. Jamais parti. je vis ici. Bon, aujourd'hui, on a un grand Ton programme. deuxième chez toi. Ça va être intéressant. On va aborder plus tard en émission la sociologie comme discipline. On n'a même pas eu de sociologue la saison 1 pour notre podcast, alors que c'est une discipline importante. Je vais essayer de corriger le tir la saison 2. En fait, les invitations sont déjà envoyées. On n'a pas eu un? Non, même Non, on pas. n'a pas eu un. Non, ça va être à corriger. Mais c'est une science assez importante dans les sciences sociales particulièrement. Et on va passer à travers pas un des grands fondateurs. J'aurais pu choisir par exemple Durkheim, mais un plus contemporain avec Pierre Bourdieu, qui est décédé quand même il y a plus de 20 ans. Mais ces thèmes sont très actuels, donc c'est pour ça que je vais le présenter. Et je le connais quand même un peu plus que d'autres aussi. Mais tout d'abord, on va discuter. Et on va commencer notre discussion sur le thème du rôle des universités. Parce qu'il y a eu une entrevue récemment, quand on enregistre, c'est récemment, quand ça va sortir, ça va être un peu plus vieux, avec Pauline Marois, à l'émission Tout peut arriver avec Marie-Louise Arsenault, à Ici Première, qui peut être écoutée là, sur audio, évidemment. Très bonne entrevue, selon moi, dans son rôle de chancelière de l'UQAM. Chancelière, ce rôle non rémunéré, il faut le préciser, sert beaucoup à faire de la promotion de l'UQAM. Et ils ont choisi Pauline Marois, première femme chancelière de l'UQAM. Elle a été première femme dans énormément de choses au Québec. Et il faut le souligner. Et je pense qu'on a quand même tous aimé l'entrevue, ce qu'elle amenait, les points qu'elle amenait. Et pourquoi pas en discuter plus longtemps de cette idée de parler du rôle des universités dans notre société. Il y a différents points qu'elle a amenés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont marqué plus que d'autres. Surtout pour l'UQAM. Je pense que son travail, c'est de promouvoir cette université-là en particulier, là, comme université du peuple. Je pense que personne ne cache cette idée de l'UQAM de vouloir attirer des gens qui ne feront peut-être pas Harvard. On en parlait il y a 2 semaines. Mais plus accessible, plus ouvert, et un rôle social très important pour notre société. Et un point, je pense que c'est le premier point qu'elle avait emmené. Plus du tiers des étudiants et étudiantes de l'UQAM qui sont, comment elle avait appelé ça, pas première génération, mais... oui, des diplômés de première génération, dans le sens que leurs 2 parents n'ont pas été à l'université. Exact. Et que cette personne, finalement, est la première personne de leur famille à être diplômée. Donc, comme que ça, je trouve que ça montre que ça réussit bien la mission de vouloir instruire les personnes au Québec. Exact, dans cette idée de vouloir monter les questions de classe sociale, d'aller chercher de l'éducation, avoir des meilleurs salaires, avoir des meilleurs emplois, et aussi de placer le Québec comme un endroit avec des emplois de pointe. Dans différents domaines. On parle souvent de la technologie, évidemment, dans les affaires de pointe, mais ça peut être la santé, ça peut être différents secteurs. Et l'UQAM, elle en faisait des énumérations, a quand même récemment fait de très bonnes recherches et des percées scientifiques très intéressantes. Ouais, moi, c'est ça qui m'a un peu frappé, en fait. Nous, à travers la première saison de la Science des sciences, on a eu quelques professeurs de l'UQAM. Oui, plusieurs. Tous des chercheurs qui démontraient de l'initiative dans leur domaine, qui démontraient de l'innovation, qui démontraient un désir de pousser leur sujet plus loin et surtout énormément d'expertise. Puis je pense que Mme Marois en parle un peu dans l'entrevue. Elle dit, tu sais, l'UQAM a un peu une réputation de l'université un peu plus boboche, ou je pense pas ces mots, là. Oui, mais de faire des grèves. Et exact. Tous un peu on dit toujours la fameuse blague, l'UQAM, c'est un cégep plus. Oui, exact. C'est le gag des universités au Québec, c'est que l'UQAM, c'est un cégep plus. Les gens à l'UQAM sont bien sûr en désaccord. Mais la réalité, c'est vrai, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est pas ça. Puis qu'ils ont des excellents programmes de recherche vraiment poussés. Je sais que l'UQAM est vraiment bon. Mais c'est jamais mis de l'avant. Hein? C'est jamais mis de l'avant. C'est jamais mis de l'avant, c'est ça. Puis je trouve qu'elle le fait bien dans l'entrevue. Elle parle de ces projets-là qui mettent l'UQAM de l'avant. Puis on en voit pas beaucoup parler, mais tu sais, mettons, en psycho, l'UQAM est reconnu. Il y a des chercheurs en psycho qui sont vraiment bons et reconnus à travers le monde académique et la planète. Puis on n'entend pas tant parler. Puis c'est un drôle de... Moi, c'est ça qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'on parle pas beaucoup de l'UQAM, mais l'UQAM a beaucoup à dire.
Mais ce Ouais, c'est type bien d'entrevue, moi j'ai aimé ça. J'aime ce rôle-là de chancelier-chancelière. Mhm. Puis ils ont fait quand même un coup de circuit. Là. Pauline Marois, c'est pas... c'est une A dans le milieu là, oui. québécois. Alors qu'on s'entend. Une autre personne n'aurait sûrement pas été invitée à une telle émission. Puis si on fait juste mettre à ces places-là des gens qui doivent faire consensus, puisque la nomination de Pauline Marois n'a pas fait consensus à l'UQAM. Je pense pas qu'elle ne fait encore consensus à cause des raisons politiques, évidemment. C'est sa carrière qui arrive. Tu fais pas des comptes en politique, là. Ben, elle a été bonne, ou du moins au courant de l'entrevue, d'exprimer très clairement son biais, étant séparatiste et ancienne première ministre, on s'entend, du PQ quand même, mais de son devoir de neutralité en tant que chancelière. Là, elle a décidé de ne pas se poser sur certaines questions politiques, justement parce qu'elle était comme, c'est pas mon rôle et je me dois d'être impartial et éthique dans mon rôle. Je veux dire, fait, il y a peut-être eu des levées de boucliers dues à son mais implication c'était de politique. bonnes choses. Et c'était dans son rôle, je pense, de chancelière, de d'aider l'UQAM, d'en faire la promotion. Et là, évidemment, l'une des choses qu'elle critiquait, c'était les questions budgétaires. Le gel budgétaire qu'elle ne comprenait pas. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas comprendre ce gel. Donc, c'est un rôle. Elle transmet aussi ce que les professeurs, ce que les étudiants pensent. En montrant l'incohérence aussi. Elle parlait d'augmenter le salaire, les conventions collectives qui ont été signées, qui ont augmenté le salaire des professeurs, des employés. Les employés de soutien, je pense. Exact. Mais que... donc, les coûts augmentent, mais que le budget, lui, reste exactement le même. Évidemment que ça crée un déséquilibre. Donc, elle a bien expliqué. Déjà là, que c'était pas les universités n'ont pas des budgets faramineux. On n'est pas aux États-Unis. Quoique ça va être de moins faramineux aux États-Unis. Mais on n'est pas dans cette situation-là. On est capable d'en prendre. Je pense les administrations de nos universités. Mais un gel en même temps d'augmentation de coûts qui n'est pas juste les salaires. Les constructions, parce qu'il faut bien construire, rénover. Si on va à McGill, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, Concordia, c'est vieux. Il y a des nouveaux pavillons qui sont très beaux, mais c'est vieux, il faut construire, il faut aménager, ça coûte de l'argent. Puis les nouveaux pavillons sont rarement subventionnés par le gouvernement. On s'entend, c'est tout le temps des dons. Je sais pour Concordia, mettons, si on regarde les départements de finances, puis... John Molson, là, on s'entend, c'est des donataires, c'est des gens du milieu de la finance qui ont été à Concordia ou des grosses industries. Il y a le nom qui vient. Des gros donateurs, là, c'est pas le gouvernement qui a donné nécessairement la majorité des sommes, si elle a donné des sommes, chose que je ne suis pas au courant. Mais ils ont un budget, sûrement pour... Fort probablement, là. Pour les bâtiments et tout, entretien et construction, aménagement. Mais quand on veut faire l'Université de Montréal a un pavillon tout récent là, pour les sciences naturelles. Évidemment, beaucoup de dons privés là, qui ont été là. C'est beaucoup d'investissements qui ont été à un endroit. On a construit ça, c'est bien beau, mais l'argent... faut qu'elle vienne à quelque part. part. L'Université de Montréal est dans le rouge. Je ne sais pas si ce bâtiment-là est en cause ou, évidemment, il y a une question de gestion générale. Il y a aussi une question de saine gestion que les universités ne font pas nécessairement bien ou pas de façon optimale. Ça, je ne me prononcerai pas parce que j'en ai aucune idée s'ils font bien ou non. Visiblement, l'UQAM, que Pauline Marois représente, fait bien les choses. Parce qu'eux, ils ont équilibré leur budget. Donc, on rit de l'UQAM, mais finalement, ils ont de la bonne recherche, de bons professeurs. C'est la seule université qui n'est pas dans le rouge. Ils sont pas dans le rouge et sont très bien situés dans le centre-ville de Montréal. Ça, c'est aussi... bon. Il y a juste le building qui est... Ah, c'est vieux, hein? Qui est aussi d'une laideur architecturale monumentale. Mais on dirait vraiment que c'est l'architecture de Duplessis, les mêmes briques. Là, c'est un gros bloc de béton en plein milieu du centre-ville. C'est pas le centre-ville, là, mais mettons. Ouais, mais c'est pas... Mais il y a des rénovations à l'intérieur. Quand on va à l'intérieur, c'est beau il y a des endroits que c'est bien correct. C'est beau en dedans, mais c'est une autre époque. Mais je veux dire, j'ai été à McGill récemment pour une conférence. C'est vieux. Oui. Les bâtiments sont beaux. De l'extérieur, on se promène. C'est magnifique, McGill. Oui. Mais à l'intérieur, tout est croche, tout tombe. Mais c'est de vieux et beaux bâtiments, par exemple. Là, ça a beaucoup de cachets. Mais pour restaurer des vieux et beaux bâtiments, ça prend de l'argent. Très dispendieux. Très, très Concordia, c'est la même chose. C'est très beau. Il y a des très beaux bâtiments. Oui, mais c'est plus moderne. Concordia, c'est un mix d'un paquet d'affaires. Mettons, toi, c'est parce que tu es venu à mon département, dans le département d'études religieuses et de culture. On est dans les vieux bâtiments sur la rue Maquis.
remarqué, c'est des bâtiments ancestraux. C'est magnifique. J'ai pas vu ces bâtiments. Magnifique, mais c'est aussi des bâtiments qui sont remplis de problèmes d'accessibilité. Aucun accès pour chaises roulantes, aucun accès pour gens en situation de handicap. Fait que c'est beau, là. C'est vraiment magnifique. C'est des vieux buildings, c'est des vieilles maisons qui ont été transformées, des genres de maisons de ville d'antan, mais peu pratiques. Tandis que nos buildings plus récents, ben là, tu as eu plusieurs agrandissements. Tu as des buildings très récents qui sont magnifiques. Justement, John Molson, le département de finances, est incroyablement beau. Puis le building principal, le Hall Building, mais c'est un gros bloc de béton plein de fenêtres. Là. C'est mieux. Il y a plus de luminosité qu'à l'UQAM, mais ça reste... là, ils sont en train de rénover en dedans, c'est mieux, mais ça reste un building qui est très drabe. C'est bizarre, parce que moi, à Ottawa, l'université est super belle. Il y a encore des vieux bâtiments. C'est beau. Mais ce qui est drôle, c'est nous, en faculté des sciences sociales, on a déménagé d'un bâtiment presque neuf à un bâtiment encore plus neuf. Ouais. Puis, il y a des problèmes dans le bâtiment, là, parce qu'il y a eu des coupes budgétaires au courant, mais visuellement, c'est magnifique. C'est très vitré. Il y a le mur de végétation. C'est ouvert dans le milieu dessus. Ouais. Je m'avais envoyé une photo. Mais avoir des beaux buildings et investir là-dedans aide aussi à être dans un bon environnement, aide à maintenir les lieux propres. C'est un peu niaiseux, mais quand tu as un lieu propre, les gens veulent entretenir la place. Quand tu as un lieu plus sale, plus vieux, on porte moins attention à la beauté, donc ça porte aussi à... Et aussi, un effet un peu cercle vicieux aussi. Plus on retarde pour rénover ou entretenir, plus ça va coûter cher ensuite pour l'entretenir ou le rénover. Tous les secteurs au Québec c'est un principe de base. Le réseau routier, le transport en commun, les hôpitaux. On pourrait en parler aussi. Puis le fait qu'on fait pas... faut pas non plus dire on fait rien. Là. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Mais on a tellement retardé ces questions-là de financement des infrastructures que ça devient un boulet partout. Et l'éducation aussi. On est peut-être un peu plus chanceux. On est des adultes. On est capable d'être dans une salle de classe un peu moins belle. Puis de quand même... oui. On n'est pas comme des enfants de 5 ans, 6 ans. Ça, c'est une autre chose. La concentration est plus difficile. Même avec des adultes, la concentration est très difficile. Des fois, c'est difficile. On est capable d'en prendre. On peut attendre un peu notre tour, mais... Oui, puis c'est pas la même chose. Je veux dire, quand tu es à l'université... comme tu dis, on est des adultes, là, t'amènes ta bouteille d'eau, puis si t'as trop chaud, tu sors de la classe, puis il y a personne qui va te dire hey, reste assis, là. Un enfant de 8 ans dans une classe qui fait 40 degrés, qui est obligé de rester assis à sa place, pas faire de bruit, c'est pas la même affaire qu'un adulte qui peut faire hey, j'ai trop chaud aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, je vais aller prendre l'air dehors 2 minutes, je vais revenir. Là. J'ai pas d'étudiants qui demandent d'aller aux toilettes pendant un cours. Mais non, c'est ça, on est rendu, tu sais, je veux dire, on se gère, là. C'est pas comparable. Là. Bon, parce que l'entrevue est bon, on en a discuté un peu. Ce que je voulais aussi développer avec vous, c'est le rôle des universités. Elle en fait la promotion, elle le fait bien. J'aimerais que même les médias fassent un peu plus d'espace pour ce type de discussion-là. Nous, on peut le faire aussi. Ben oui. On le voit, on voit nos collègues qui travaillent avec des communautés locales, avec des institutions, la santé, l'éducation, et qui servent à améliorer les choses. On a eu 2 personnes dans le milieu de l'éducation qui expliquaient un peu le lien, le monde de la recherche et de l'éducation, surtout primaire, secondaire. C'est super intéressant. Vraiment. Tu vois, moi, ça m'avait fait penser beaucoup, quand tu me voulais qu'on parle de ça m'a fait penser beaucoup à notre épisode sur les Premières Nations. Après cet épisode-là, j'ai réfléchi beaucoup à quel point ce que eux faisaient était concret. On parle souvent du milieu académique comme étant un milieu de pelleteurs de nuages. Là. Une belle expression pour dire des gens qui font juste remuer des idées. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de projets de recherche qui sont très concrets, qui ont une influence concrète sur le développement, sur les communautés, Je dirais que les deux sont liés, hein? Pelleter des idées. Là. Il faut pelleter beaucoup d'idées pour qu'il y en ait une de bonne. Oui. Et un projet de recherche, là, on tourne autour du pot un petit peu. Oui, puis après... Fait que c'est normal qu'on pelle des belles idées. Oui, puis il faut avoir discuté et pelleter les idées pour faire les projets comme il se doit, pour faire les projets comme il faut. Parce que si on fait n'importe quoi sans se fier à la science, comme certains partis politiques qui font juste faire, nous, on va faire ça, même si la science leur dit que ça fait pas de sens, tu pitches l'argent dans le feu.
De l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs. Exact. On en a beaucoup pitché de l'argent. Hein? On est bon pour pitcher de l'argent. On est dans le conflit, ça clique. J'adore hein, les petits sketchs d'Infoman qui mettent, qui fait des résumés. Là. Mais bon, ça c'est un peu drôle. Mais ce qui est pas drôle, c'est le fait qu'on ait perdu des centaines de millions de dollars dans ce projet-là, qui aurait pu être utilisé ailleurs. On rit jaune. Oui, puis nos hôpitaux en auraient besoin. Ouais. Mais oui, effectivement, comme tu dis, tu nous avais fait lire aussi un article sur l'Université de Sherbrooke. Oui, on fait plusieurs exemples de ces projets. En partenariat avec la ville. Puis, exact. Je pense que Sherbrooke, c'est vraiment une question économique assez importante. Oui, c'est impressionnant. On parle de beaucoup d'argent qui est généré à travers cette collaboration-là pour la ville de Sherbrooke. Donc, puis ces exemples-là, il y en a plein. Hein. J'ai facilement, là, je vous en ai juste envoyé quelques-unes, 5 minutes de recherche. Oui, exact. Juste savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. C'est souvent chiffré. On est capable de savoir qui en a pu en profiter et tout. Après, on peut aller voir les recherches plus spécifiquement et avoir vraiment les détails. Mais ce type, puis je pense que c'est à l'ère du temps. Et puis les chercheurs et les chercheuses, cette image de la tour d'ivoire, on est séparés, même si elle n'a jamais été vraie à 100%, c'est une image qui est un peu lourde, surtout dans ces temps-ci. Oui. Mais qui est quand même une raison derrière cette image. Il y a quand même une certaine réalité. Purement architecturale, là, si on prend certaines universités qui sont isolées de la société, physiquement. L'Université de Montréal, l'Université de Laval. Ce sont des campus séparés des villes, alors que Concordia et l'UQAM sont intégrés à la ville. Ouais. Mais juste l'aspect architectural, urbaniste, de séparer ces universités. Puis souvent, les universités, ce sont des endroits très beaux, très agréables à être. On sent qu'on est dans l'autre monde quasiment, alors que des fois, on est même à côté des quartiers plus défavorisés. On a cette image visuellement de déconnexion avec la réalité. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas nécessairement. Mais je pense aussi que c'est peut-être une question de communication, dans le sens... je parlais de cet article sur l'Université de Sherbrooke que tu nous as envoyé, mais j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller à une conférence pour la Société québécoise de l'étude des religions qui se tenait cette année à l'Université de Sherbrooke. Et je crois aussi que ça fait partie d'une des forces de l'Université de Sherbrooke. En me promenant à travers le campus, magnifique campus en passant, là, si vous n'avez pas vu le campus de l'Université de Sherbrooke, c'est incroyable, sont en montagne, c'est beau. Mais comme tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce que tu disais, parce qu'eux sont très isolés. Mais quand tu te promènes à travers le campus, tout ce que je voyais, c'était de la promotion des projets que les étudiants de l'université font en collaboration avec la municipalité, avec les gens de la communauté, puis ou presque tous les gens qui présentaient au courant de la conférence qui venaient de l'Université de Sherbrooke, c'était des projets de recherche qui étaient pragmatiques, qui étaient ancrés dans la communauté, qui étaient ancrés dans quelque chose qui était tangible et facile à comprendre. Mais c'était aussi, ça faisait partie aussi, je crois, du moins de ma perception, quelqu'un qui n'a jamais été à l'Université de Sherbrooke, c'était ma première fois là-bas, j'ai compris automatiquement l'ADN de l'université qui était nous, d'être en contact avec les gens, le public, ça fait partie de notre travail académique. C'était partout. Tous les endroits, je ne sais pas si c'est les différents départements que j'ai été à travers, que je me suis promené à travers, mais on les voit, les projets. On les voit, les acteurs de changement, et ça fait partie des éléments qui sont communiqués de façon explicite par l'université. Tandis que je prends, par exemple, mon université, j'en entends peu ou pas parler à Concordia des gens qui font des projets qui mènent au changement. Mais dans l'article sur l'Université Sherbrooke, puis ce que tu dis vient un peu confirmer l'impression que j'avais. Ça donnait vraiment l'impression, je ne me rappelle plus quelle personne, je ne sais pas si c'était le recteur de l'université, mais qui semblait dire que c'est quelque chose de vraiment ancré dans la culture universitaire, de vouloir comme travailler avec la communauté envers les divers acteurs et promouvoir certains projets. C'était des organismes, par exemple, avec des étudiants et étudiantes pour comme... Finalement, j'ai l'impression de faire le pont entre les études et l'après-études et avoir un impact au sein de la communauté et qu'ils en sont fiers de ça. C'est l'impression que l'article m'avait laissé, puis ce que tu dis par rapport au fait que c'est affiché à peu près partout dans le campus, comme renforce un peu cette idée-là
Ouais, ben bon, là, je dis partout. Hein. Je fais tout le temps un peu d'exagération quand je parle, là, mais tu sais, c'est publicisé. C'était clair. Je suis arrivé sur le campus, j'ai fait « Wow! Ils font donc bien des choses concrètes ici. Mon Dieu, wow! » C'était mis de l'avant. Non, tu sais pas, parce que les grandes villes ont cet effet un peu d'anonymisation, de concentration dans des petits secteurs, dans des quartiers et tout, alors qu'une ville comme Sherbrooke, où on peut aller dans d'autres universités en région, semble être beaucoup plus intégrée à la communauté. C'est peut-être plus facile aussi de le faire, puis de faire ces connexions. À Montréal, je veux dire, on a plusieurs universités, c'est dur de lier tout ça ensemble. Mais ils pourraient faire un meilleur travail de communication visuelle. Juste se promener proche de l'Université de Montréal, ça devrait être le fun de voir qu'est-ce que l'Université de Montréal fait pour Montréal. Exact, parce que là, à Montréal, on peut se promener n'importe où à Montréal, puis on n'a aucune idée que le bâtiment qui est à côté de nous, c'est un bâtiment de l'UQAM, ou que c'est un bâtiment de Concordia, ou que c'est un bâtiment de McGill. À moins que tu sois dans le bon angle pour voir le petit logo qui est en haut parce que tu es dans le centre-ville, puis là, tu regardes en angle, puis tu fais « Ah, OK, je pense que c'est le logo de McGill. » Tandis que ça pourrait, tu sais, d'avoir des grosses baies qui expliquent des projets, qui parlent de ce qu'on fait. Ça fait partie des trucs qu'on essaie de verbaliser, c'est que les gens, on a souvent l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait à l'université, mais en même temps, c'est le devoir des universités de communiquer. Ouais. Puis il y a un support de l'institution aux chercheurs qui doit être fait, parce que à un moment donné, au nombre de travail qui est à faire. Il faut enseigner, faire de la recherche, il faut faire de la bureaucratie, il faut... il y a une certaine limite dans ce qu'on peut faire par nous-mêmes, ou même pour un département. Le département pourrait... puis ils le font, mais à l'échelle départementale. Mais quand ils ont les budgets aussi. Exact, puis quand ils ont l'autorisation. Des fois, ils veulent. J'ai été participer dans des affaires départementales. Des fois, c'est souvent, mais on n'a pas l'accès, on peut pas faire ça, on n'a pas l'autorisation. On veut diffuser, puis généralement, ça se fait, hein, mais au sein de l'université. Pour une communauté fermée et pas pour une communauté ouverte. Mais pour revenir un peu sur... bon, on n'a pas parlé spécifiquement là-dessus, mais sur le réseau des universités du Québec... Oui, dont fait partie l'UQAM. Oui, exactement. J'ai vu certaines universités dont la force ou ce qui est beaucoup mis de l'avant, c'est quelque chose qui est en lien avec le territoire. Par exemple, à l'UQAM, à l'UQAR plutôt, ce qui est beaucoup mis de l'avant, c'est toutes les études océaniques par rapport à la mer et tout ça. À l'UQAT, il y a beaucoup, par exemple, avec les études autochtones, par rapport aux mines aussi. Donc, que pour revenir un peu à ce que tu disais sur les universités plus en région, que c'est un peu plus ancré dans les besoins ou comme... De la communauté. Oui, exactement. Après, la question que je me pose... je ne sais pas si vous avez la réponse ou non. C'est est-ce que c'est en partenariat, par exemple, avec la ville ou les communautés comme l'Université Sherbrooke qui le fait, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils ont vu qu'il y avait un besoin là et donc ils remplissent je pense que c'est les deux. Peut-être. Dans le sens, ils ont des collaborations, hein, du moins avec Sherbrooke, c'est assez clair. Oui, avec Sherbrooke, c'est explicite. Là. Puis bon, tu vis là aussi en tant que chercheur, en tant que professeur, donc tu vois les intérêts locaux. Et tu t'y intéresses. Les grandes universités, surtout dans les grandes villes, il y a tellement de choix de sujets juste à Montréal. Tu sais, nos universités à Montréal sont très bonnes aussi des questions d'immigration. Parce que c'est un sujet qui touche la communauté de montréalaise et la grande région de Montréal. On le voit peut-être un peu moins dans l'espace public, mais on entend des fois à la radio des professeurs et tout. Mais il y a peut-être un petit quoi là, qui pourrait être fait dessus, une question de relations publiques, d'opportunités, d'affichage, et pour diffuser ce rôle des universités et contribuer à des débats. Parce que, par exemple, l'immigration, c'est pas l'université qui va répondre. La science peut arriver avec des faits, mais les choix politiques, c'est autre chose. Qui doivent être basés en théorie sur des faits. Mais le choix qu'on doit faire et les débats qu'on fait doivent être sains et basés sur l'information. Mais si on garde ça dans nos universités qui sont plus spécialisées là-dessus, c'est un peu difficile là, dans l'espace public quand on laisse l'espace à des gens qui finalement ne veulent pas débattre. Ils veulent juste crier plus fort que l'autre pour avoir la part de marché de radio ou de télé. On n'est pas sorti du pot. Là. Fait que ça serait quoi les stratégies de communication possibles pour permettre aux universités
de faire un peu comme Sherbrooke fait. Ou l'UQAM, mais je trouve qu'avoir des gens comme Pauline Marois. Ouais, bon point. Là, dans ce cas-ci, c'est chancelière. Mais avoir des ambassadeurs, avoir des gens qui sont pas nécessairement affiliés à l'université, qui ont peut-être été des gens populaires, qui peuvent en parler plus facilement, qui se font inviter à la base dans les émissions, tout le monde en parle, qui vont à la radio, qui vont faire des entrevues. Alors que si on peut bien mettre le scientifique le plus en vogue, il se fera inviter une fois, puis on s'entend qu'après, il va retourner faire ses recherches. Parce que c'est son travail. Mais quelqu'un qui est dans l'espace public, qu'on pourrait attacher et même intégrer un peu à la recherche plus activement, on pourrait, je pense, ça pourrait aider à faire de l'édition et des gens comme Pauline Marois font le travail très bien. Oui, parce que c'est une bonne chose aussi. Je pense qu'il y a un point important parce que tu parles de scientifiques qui vont à la radio et tout. Un point très important à comprendre, les académiciens ne sont pas nécessairement de bons orateurs ou de bons cheerleaders. Oui, mais en fait, ils peuvent être des fois très bons dans un cours. Oui, pour parler de leur sujet, puis après tu les mets à la radio, puis tu te dis « Oh wow, OK ». Oui, c'est différent 3 heures de cours et 8 minutes d'entrevue. Exact, puis c'est un différent public quand tu monologues sur un sujet précis, puis quand tu passes une entrevue. C'est des connaissances et capacités différentes et justement... Avec un public qui n'a pas nécessairement tous les référents que toi, tu mobilises pour exprimer ton point. Exact. C'est une compétence. Alors que ces gens-là, surtout en politique, mais on peut aller des acteurs, des humoristes, des gens de l'art, des gens de radio, des gens de médias, ont plus ce réflexe-là. OK, mon auditeur, là, je le connais. Ils connaissent pas le sujet que je vais amener. Peut-être qu'ils le connaissent, peut-être que ça fait longtemps que j'en parle. Il va être capable de bien se situer. Il me semble que GND serait bon là-dedans. Non, mais Pauline Marois, elle en parle que GND, c'est un étudiant de l'UQAM. Là, il vient de terminer sa carrière politique pour l'instant. Mais je pense que lui, il cherche plus un job rémunéré à cette stade-ci. C'est sûr qu'avec ses enfants, fort probablement, il doit chercher de quoi d'un peu plus payant que chancelier. Oui, mais j'ai pas de problème. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à trouver un job. Dans les médias ou peu importe. Mais oui, dans ce type de travail-là, si on réfléchit à mettre de l'avant le savoir universitaire, aller chercher des gens qui, dans son cas, il est quand même lié aux universités là, par son background. C'était mon gag. C'était mon gag. Là. Il est connu du milieu académique. Pas nécessairement apprécié de tous. Non, c'est ça. Mais il s'agit et... Bon, effectivement. Mais des gens comme lui ou bien d'autres, là, je pense qu'ils feraient un bon travail et que ça prend ce type d'entrevue, ce type de personnes et prendre le temps d'en discuter dans des émissions de plus grandes écoutes. Je suis d'accord. Et bon, c'est bien le fun, là, les podcasts, on s'amuse entre nous. Oui. Mais bon, ça serait bien qu'il y ait des gens, une Pauline Marois, là, en tant que chancelière, qui aille à sous-écoute avec Mike Ward. C'est ça que ça va. Je sais pas ce que ça donnerait. Mais, je lance l'idée, Mike Ward. Mais oui, mais sinon, dernièrement, on avait parlé dans le dernier épisode, mais le recteur de l'UDM, je l'ai trouvé particulièrement bon, en entrevue particulièrement bon pour exprimer les besoins et les accomplissements des universités. Je trouve que c'est une autre personne qui est bon pour véhiculer l'importance du milieu académique, mais... Est-ce que ça devrait être ça comme... Est-ce que ça devrait être ce poste-là qui je pense que le recteur doit... cette tâche-là? Ça fait partie de sa tâche. Ça doit faire partie de sa tâche, mais je peux pas croire qu'il est pas trop occupé pour faire ça. Je pense que la raison pourquoi l'UQAM a décidé d'avoir une chancelière comme Pauline Marois, c'est parce qu'elle a le temps de faire de la promotion, chose que un recteur d'université, puis là, encore une fois, je connais pas toute leur description de tâches, mais ils doivent avoir beaucoup de choses dans leur assiette, puis d'aller faire le tour des médias, parler des... Puis là, c'est une bonne l'entrevue avec Pauline Marois, mais il me semble que les universités devraient avoir des espèces de parcours médiatiques où est-ce qu'ils vont faire le tour des médias souvent pour discuter de ce qui se passe dans leur université. Comme de façon récurrente. Là. Oui, puis surtout, on est déjà divisé en facultés. On peut déjà diviser, OK, on peut aller parler de médecine. Qu'est-ce qui se passe en médecine à l'Université de Montréal, à l'UQAM. Exact. Il y en a des... C'est continuel, la recherche. Là. On ne manquera jamais de sujets, surtout si on s'alterne. Là.
Mais non, mais c'est ça. On a assez de sujets pour être dans les médias 100% du temps. Donc... Oui, puis sans monopoliser la place publique. Oui, c'est pas ça l'objet. On serait capable. Mais là, on est absent. Mais... on est... Oui, bien, absent. On est ici de façon... C'est du cherry picking que les médias font. Oui. On a besoin d'un tel spécialiste. On va y faire parler 3 minutes. Et après, on va laisser 20 minutes des chroniqueurs d'opinion en parler. Mais ils vont surtout parler de ce que les politiciens ont dit, finalement. Ouais. Fait on génère beaucoup de nouvelles à travers l'opinion à cette heure. Il y a une crise des médias, il ne faut pas l'oublier. Puis eux aussi, ils sont en manque d'argent. Et remplir 21 heures avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement le sujet. Puis les invités tout le temps les mêmes, les payer un salaire, c'est sûr que c'est plus intéressant pour eux. C'est sûr. Il y a des chroniqueurs qui sont très bons, puis qui ont des très bonnes opinions et des backgrounds de vie. Qui ont fait leur carrière là-dedans. Je pense à Chantal Hébert en politique, qui sont excellentes. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins. Je suis d'accord. Non, c'est sûr. On nommera personne, là, mais on pense tous à des noms. Oui. Mais non, mais définitivement. Mais je pense que je théorise. Vous me dites ce que vous en pensez, là, mais je pense que l'attirance envers les chroniqueurs, puis il y a plusieurs chroniqueurs que même si je suis pas de leur opinion, que je trouve très bons, que je trouve qu'ils ont un bon background de vie, qui expriment bien leur perception, mais la qualité des chroniqueurs, c'est qu'ils parlent au public d'une façon que le public comprend, puis ils parlent au public avec une opinion qui les rejoint. Ouais. Des opinions qui sont capables de concevoir et comprendre. Un des défis qu'on a décidé d'essayer de relever avec le podcast La Science et Sciences, c'est d'expliquer ce qu'on fait dans le milieu académique, parce que nous-mêmes, en parlant avec nos amis, nos familles, nos connaissances qui ne sont pas dans le milieu académique, on vit le constant questionnement de « Oh, mais qu'est-ce que tu fais? » Fait que si les gens qui représentent les universités, puis les universités elles-mêmes, sont incapables de verbaliser au public ce qu'elles font de façon à ce que le public le comprenne et l'apprécie, faut pas se surprendre si les gens qui ont du succès à la radio, c'est du monde qui sont capables de formuler des idées et d'exprimer les opinions du public qui existent dans le public. Est-ce que c'est une crise réelle des médias, ou est-ce que le média est un reflet de ce que la société désire et c'est nous qui a déconnecté avec la capacité de communiquer avec la société et les gens? C'est une question assez profonde. Existentielle. Ouais. Mais pendant que tu parlais, je pouvais pas m'empêcher de me dire, par rapport aux chroniqueurs, aux personnes qui disent leur opinion dans les médias, versus cette déconnexion, ce problème-là que les universités ont d'aller chercher un public plus large, parce que veut pas, comme généralement, ça va prêcher un peu plus des convertis. On ne devrait pas, très général, on ne devrait pas mettre un peu plus de l'avant un métier de vulgarisateur scientifique pour comme se faire le relais. Mais il y en a, mais ils sont mal perçus dans les universités. C'est pour ça que je dis mettre plus de l'avant pour comme vraiment faire un lien, une courroie beaucoup plus directe et solide pour pouvoir... Tout le monde, évidemment, ceux qui acceptent et aiment ce type de projet-là, et ils nous disent c'est très bien, mais sur un CV académique, mieux vaut un article que faire un podcast. Mieux vaut mettre le temps. D'un point de vue là, purement scientifique, là, si je veux avoir une meilleure carrière, mieux vaut mettre mon temps sur écrire un article que personne ne va lire. Mais sur un projet qui va être vu par des centaines de personnes. Je pensais plus un poste comme dans les médias comme chroniqueur. Un peu scientifique en chef, exemple. Dans cette idée-là de quelqu'un qui est mis de l'avant pour discuter des sciences, mais là, dans ce cas-ci, plus... embauché par un média pour comme faire ce relais-là, finalement. Au lieu d'avoir un journaliste scientifique, avoir un scientifique journaliste. J'ai aimé ça. T'as de l'air en désaccord, exprime. C'est pas un désaccord, c'est plus un questionnement de comme, OK, si tu l'inverses, qu'est-ce que ça donne? Mais comme dans l'idée de pas quelqu'un qui est formé vulgariser. en journaliste, puis après spécialisé en sciences, mais quelqu'un qui est formé en sciences, puis qui apprend les codes des médias pour après travailler dans les médias. Oui, exactement.
et avoir un peu plus de ce type de gens. Puis c'est un peu commun, hein? On en voit des très bons journalistes là, qui ont leur spécialisation, c'était pas du tout ça leur formation. Là. Puis c'est pas une attaque envers les journalistes. Là. Gérard Filion faisait pas d'économie à la base. Hein? Ben non. C'est il faisait quoi? Je pense qu'il était journaliste. Je pense qu'au début, il était dans le sport, non? Il était complètement ailleurs, puis il avait été mis à l'économie. Puis aujourd'hui, c'est une référence en économie. Ouais. Puis il est bon à maudit. Ben oui. Donc, ça veut pas dire que les journalistes ne pourraient pas être bons scientifiques, mais c'est compliqué. Là. Suivre l'actualité économique, je pense que c'est plus simple que suivre l'actualité scientifique, qui est beaucoup plus large et qui touche l'économie d'ailleurs. Ouais. Non, je suis d'accord, mais justement, ces porte-paroles-là devraient provenir des différentes universités, non? Exact. Donc, issu en tant que scientifique. Et si tu es embauché après dans le média, tu deviens en quelque sorte journaliste là, à la base, si tu as l'accréditation du moins. Mais imagine si on avait un par université, puis un par jour, mettons, là, à radio, il vient faire une chronique par jour. Ben, une université par jour vient faire une chronique. Là. Ouais. Le lundi, on apprend qu'est-ce qui se passe à Concordia, puis il choisit de parler d'un tel truc, ou tel thème. telle ou telle affaire qui se passe à Concordia. Puis là, le mardi, c'est le scientifique journaliste de McGill. Puis là, mercredi, c'est celui de l'UQAM. Puis moi, j'adorerais ça. Ça serait incroyable. Ça serait des chroniques que j'écoute. Ce serait fantastique. Je fabule, là, mais tu leur donnes un 8 à 10 minutes. C'est excellent, là. 8 à 10 minutes par jour. On est-tu capable d'avoir un 8 à 10 minutes par jour? Ouais, puis pas une entrevue, parce qu'ils font souvent des entrevues, mais là, des chroniques. Une chronique, là. Qui décide le sujet lui-même. Un vulgarisateur de qu'est-ce qui se passe dans une université, d'une université en précis. Là, quelqu'un qui est un représentant de l'université qui vient parler de qu'est-ce qui se passe dans son université. Un 8 minutes, même si c'est une fois ou 2 semaines. C'est déjà... Crime, on est mort de rire, c'est du génie. Ouais, si Radio-Can nous écoute. Radio-Can. Ou n'importe quelle radio, en fait. Oui, n'importe quel type de radio, je pense que ça serait. Cogeco, appelle-moi. Je pense à Radio-Can en premier parce que c'est peut-être pas la chose qui va attirer le plus. Donc, c'est plus la radio publique et la télé publique là, qui aurait le mandat, je pense, premier à devoir faire ça. Après, pour la question d'être capable d'attirer ou non, j'ai l'impression que là où il y aurait un problème, ce serait plus sur le ton. Donc, si comme il y a une personne vulgarisatrice qui est capable d'adopter comme le ton de la radio pour pouvoir comme communiquer l'idée ou le thème ou peu importe quoi, comme je pense que là, ça pourrait être super pertinent. Il faut que donc, ce soit les c'est bonnes juste personnes, d'ajuster en fait à l'auditoire, c'est tout. Exact. Mais ça peut être quelqu'un qui a une maîtrise en journalisme, là, c'est pas grave. Je veux dire, il y en a des diplômes en journalisme, là. Si ça prend les clés, n'empêche que quelqu'un qui a des hauts diplômes en journalisme a quand même a appris les codes et les capacités, mais si tu travailles pour l'université et que tu as un rôle de scientifique vulgarisateur, t'es capable de faire le travail de communication. Oui, c'est que ton travail de journaliste, tu le fais au sein de l'université. Après, tu vas diffuser sous forme écrite, sous forme orale, sous forme télé. Tout ce qui est possible, finalement. Il y a déjà, tu sais, les nouvelles. Chaque université a leur site avec des nouvelles. Mais qui est-ce qui va sur le site de l'Université de Montréal voir les nouvelles de l'Université de Montréal? Oui, moi, parce que... parce qu'on fait ça, mais... Je m'en sers, mais... Mais on se cachera pas, là. Puis pardon mon langage, mais la plupart du temps, c'est foutrement indigeste, là. Je veux bien, mais les universités, leurs sites de nouvelles, c'est vraiment pas les meilleurs sites de vulgarisation. Là. C'est pour la communauté académique. Exact. C'est pour leurs étudiants, leur personnel, exact. Pour leur monde. Puis même là, pour les gens dans leur domaine, bien souvent, là, tu trouves un article sur un développement en neurosciences, si t'es pas quelqu'un qui comprend les bases de la neuroscience, l'article est pas bon pour vulgariser. Ils font juste te dire les nouvelles trouvailles, il faut que tu aies tous les codes et les compréhensions pour être capable de déchiffrer ce qui est écrit, là. Avec le temps qui passe, je vais passer au prochain sujet. Alors, allons-y. Parce qu'on est... Bon, deuxième partie, je commence à introduire un peu notre sociologie de tantôt. Parce que je vous avais envoyé un texte écrit par Pierre Bourdieu à l'époque. Il y a quand même longtemps qu'il l'avait écrit, mais c'est encore d'actualité. C'est sur l'opinion publique. On en parle un peu. Donc, cette idée de qu'est-ce que l'opinion publique, parce qu'on entend souvent dans les médias cette fameuse l'opinion publique pense ça, l'opinion. Les politiciens vont se fier à cette opinion publique, surtout à travers quoi? Les sondages. Ouais. Donc, on fait des sondages, on veut l'opinion publique. Et Bourdieu a écrit un texte, ma foi, un des pionniers dans ce type de position qui est très critique
En fait, sa position, c'est que l'opinion publique n'existe pas. Elle est construite par le pouvoir et utilisée par lui et pour lui. Je vais résumer 3 points, après on pourra en discuter. Ouais. Il y a 3 aspects qui l'amènent à finalement avoir cette position. Un, c'est il conteste l'idée que tout le monde peut avoir une opinion. Dans le sens que, je veux dire, comment tu penses ça, le barrage qu'ils font en Azerbaïdjan? Pour ou contre? Je peux pas avoir une opinion là-dessus. On n'a pas l'information. Là, je prends un cas extrême, mais des fois, c'est proche, donc on veut avoir une opinion, mais on l'a pas. Il n'y a pas cette réalité qu'on a tous une opinion sur tout. Il y en a que c'est leur job. Ouais. Puis on a l'impression que tout le monde a ça, une opinion sur l'entièreté des choses, mais sur la pêche qui se fait, j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui prends la décision, c'est pas moi qui vais la prendre. Je laisse ça à ceux qui sont spécialistes. Si on me pose la question quelle est sa valeur? Même si j'en avais une. Mais est-ce que tu veux que je te laisse terminer? Oui. OK. Parce que le deuxième point est un peu ça. C'est l'idée que toutes les opinions se valent. On a un sondage, c'est ça. Tout est mis en point d'égalité. Une opinion, c'est une opinion sur 2000, par exemple. Lui, Bourdieu est contre cette idée. C'est pas toutes les opinions qui se valent. Il y a des gens qui connaissent plus le sujet que d'autres et que leurs opinions ont plus d'importance dans une prise de décision. Puis c'est normal. Je suis 100% d'accord avec ça. Sur la construction, demandez-moi pas comment on peut améliorer le processus. Ah non, c'est exactement ce que je m'en dire. Moi, les gens qui prétendent savoir mieux que le fermier ce qui est bon pour sa terre, là. Exact. Les agriculteurs l'ont dur, hein? Ah non, mais c'est ça. Moi, je vis dans un milieu rural, puis je veux dire, on en entend parler. Loin de moi de prétendre que je peux dire quoi que ce soit pour nos agriculteurs, parce que je ne suis pas agriculteur, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressentiment de la part de nos agriculteurs. Tout le monde veut leur dire qu'est-ce qui est bon pour eux. Oui, puis personne n'écoute ce que eux entre autres disent qui serait bon pour eux. Entre autres, des opinions environnementalistes. Ouais. La volonté est peut-être bonne, mais il y a un environnementaliste à Montréal qui fait du vélo, il connaît rien en agriculture. Non, exact. Rien contre cette personne-là. Ah, bravo de vouloir lutter contre les changements climatiques, on l'est tous ici. Ouais. Mais c'est pas avec toi qu'on va faire un plan pour l'agriculture. Non, c'est ça. Et ton opinion est bonne à dire on veut parler d'environnement et on veut faire de quoi. Après ça... C'est ça. C'est la même question avec les voitures électriques. On a eu le dilemme avec les voitures électriques. On peut... Tu sais, moi qui conduis une voiture électrique, toi qui en as eu une, on peut tous... Les gens qui sont très tout le monde a une opinion là-dessus. Mais oui, tout le monde a une opinion là-dessus. Mais de chez moi, en ce moment, à chez toi, des bornes électriques, il y en a plus dépassé Montréal qui sont efficaces pour pas que je m'arrête pendant plus de 2 heures. Puis en Ontario, c'est terrible. Là. Ça dépend. Pour me rendre de Montréal à Hamilton, il y en a plein. Là. Entre Montréal et Toronto, il y en a tout plein. Mais entre, mettons, Montréal et Ottawa, il n'y a rien. Puis là, il faut dire à ces gens-là, tu sais, moi, j'ai une voiture qui a une grosse performance. La batterie, je me rends de Montréal à Ottawa. Je peux me rendre chez Mickey, pas de problème. Mais avoir une voiture qui a une moins grosse autonomie, je peux pas. Puis là, tu dis à quelqu'un qui vit entre Montréal et Ottawa, qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture à 60 000, parce que c'est sûr que ça coûte une voiture électrique aujourd'hui. Ben là, achète-toi un char électrique, là, c'est bon pour l'environnement. Ben oui, mais il n'est même pas capable de se rendre à Ottawa avec son char électrique, parce qu'il n'y a pas les moyens de se payer le char électrique à 70 000. C'est beau ton opinion, mais ça vaut rien, là. Ouais. Continue, je m'excuse. 3e point. Ça sentait le ressenti un peu. et ça, il adresse peut-être plus à ceux qui font l'opinion, les sondages. Il n'y a pas de consensus, en fait, sur les questions posées. Bon Parce point. que quand on fait un sondage, il faut choisir la question. Bon point. L'angle de la question, comment on la pose. Les choix. Ouais. Parce qu'il y a un sondage, tu es limité dans les choix. Hein. J'en fais des sondages légers et tout. Il n'y a jamais des fois, il y a des paragraphes, mais c'est assez rare. Des fois, des cases ouvertes où tu écris quelques mots. Encore là, c'est un peu plus rare. C'est souvent des choix prédéterminés. Donc, tu as la question qui est prédéterminée, tu as même les choix qui sont prédéterminés. Combien de fois tu lis une question puis tu fais ma réponse n'est pas là? Plusieurs. Plusieurs fois. Parfois, il y a la case je sais pas ou ne se prononce pas. Oui. Pas tout le temps,
Mais, j'ai l'impression que celle-là, c'est comme la case invisible que tout le monde... mais je ne me prononce pas, c'est pas la même chose que j'ai une opinion, mais je peux pas me l'exprimer. Tu sais, si je coche, je ne me prononce pas parce que la réponse que moi j'ai n'est pas dans les choix de réponse, c'est pas je ne me prononce pas, c'est je ne peux pas me prononcer. C'est sa photo. Et cette case-là est tout le temps tassée. Ça, c'est une des choses que Bourdieu dit. C'est mais c'est un problème parce que s'il y a 20% de gens qui ne savent pas, ben, on y en fait fi. Ouais. Puis il y a bien des gens, face à une question, on te pose une question, tu veux avoir une réponse. Ouais. La vraie réponse, c'est que tu le sais pas. Tu le sais que tu le sais pas, mais tel sondage, tu y réponds. Je suis pour, je suis contre. Puis on est confronté beaucoup à ça dans le milieu académique aussi, quand on fait de la recherche du terrain. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Puis je comprends le but de ces recherches-là, mais dans le domaine des religions, là, les questions, des fois, qui sont trop des choix de réponse. Moi j'aime bien les entrevues en profondeur. Semi-dirigées, par exemple. Semi-dirigées, exact. Ou participatives au maximum possible, parce que donner des questionnaires aux gens, ça donne énormément de fausses réponses, parce que tu leur donnes pas le choix de s'exprimer autrement que les réponses que tu veux leur donner le choix d'avoir. Et ça réduit les nuances aussi. Un peu comme ce que tu disais tantôt, que j'ai une opinion, mais le choix ne me le donne pas. Quand on parle de sondage, moi, j'ai tout le temps l'idée de l'échelle fortement désaccord, partiellement désaccord, neutre, partiellement d'accord, fortement d'accord. Et tu sais, souvent, comme on dit, bon, il y a tant de personnes qui sont d'accord sur tel sujet, mais que ça regroupe le partiellement et fortement en accord. Ouais. Alors que quelqu'un qui est comme partiellement en accord peut l'être juste de façon contextuelle. Comme en ce moment, j'ai... Les pipelines. Exactement. 55%, je pense. En fait... Selon le sondage. Mais il n'y a pas de projet. Non. Ben non, c'est ça. Quand la personne qui a dit oui va savoir que ça passe sur son terrain, elle va-tu dire oui? Exact. Là, c'est une autre question. Quand on a le fait, quand on va apprendre que l'Europe en voudra plus dans 10 ans de pétrole, est-ce que la réponse va être oui? C'est un oui, dans le sens, on peut avoir la discussion peut-être. Moi, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec la discussion des pipelines. Je suis contre un pipeline. Je sais pas qu'on en parle. Parlons-en. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui est sur la table? En tout cas, on est trois gars qui ont beaucoup d'opinions sur les opinions. Hein. Ouais. Mais le sujet est l'opinion. En fait, l'opinion publique, donc on n'a pas le choix. On l'aborde de façon plus intellectuelle. non, mais cette idée de... La réponse n'est pas nécessairement ce que tu penses. C'est que tu vas fitter ta pensée dans « OK, ça va être ça parce que c'est ça qui est le plus proche. En fonction de ce qui t'est donné. Puis après, de la manière que ça ressort de l'autre côté, ça va être les chroniqueurs d'opinion, ça va être les analyses à la télé. Ouais. Leur interprétation va peut-être être complètement différente. Ouais. Il y a des questions quand même, il faut le préciser, un peu plus faciles pour qui tu vas voter, par exemple. C'est assez clair, là. C'est pas, je vais voter Parti libéral, mais je sais pas quel Parti libéral. Non, ça marche pas comme ça. Si tu sais que tu vas voter libéral ou conservateur, il n'y a pas entre deux dans le choix, là. Ouais. Puis il y a le indécis. Donc, mais encore une fois, le indécis regroupe les gens qui ne voteront pas. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas l'option de ne pas voter. Pour qui allez-vous voter? Ça, c'est complètement invisibilisé. Alors on sait que c'est 70% de la population qui vote, donc il y a un 30% qui vote pas. Et qui sont jamais dans les sondages. Jamais dans les sondages. Donc il y a tout le temps une distorsion à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y a une marge d'erreur. Oui. Et la question qu'on se pose, en fait, que beaucoup de chroniqueurs politiques se posent, c'est est-ce que les personnes qui ont dit vont voter pour tel parti ou tel chef vont vraiment sortir? Comme, est-ce qu'ils vont se mobiliser? Parce que la question, c'est tout le temps, est-ce que... mais ça, c'est compris, hein, des gens de l'espace public, des analystes, mais ça, c'est une des questions les plus claires, au moins. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça réduit le fait de ne pas aller voter à une seule possibilité. Ah oui, mais attends, alors moi, c'était pas comme ça. Je l'avais vu. Ce que j'avais vu, c'est qu'une opinion ne reflète pas une action. Oui. Tu sais, ce que tu verbalises là en ce moment, ce qu'on en comprend fort, c'est que on peut bien avoir des opinions sur un paquet d'affaires, mais ça ne reflète pas la réalité de ce qui on nombre de gens qui se disent environnementalistes, mais qui font absolument leurs actions n'est pas... Exact. Tu sais, dans le sondage, ils vont dire, oui, l'environnement est important pour moi, mais il n'y a pas de changement dans leur comportement qui amène à penser ça. Exact. Et ou l'inverse, il y en a qui vont dire, moi, c'est pas important, mais ils font les efforts parce que
même sans être actifs dans leur tête, ils le font. Exact. Donc, quand on va leur poser la question, non, c'est pas tant important, mais tu recycles au max, tu fais attention, prends le transport en commun, marche active. C'est juste ton rythme de vie normal, mais pour toi, non, c'est pas tant important. C'est juste la norme pour toi. Mais t'es mieux pour Mais t'es considéré comme l'environnement. environnementaliste d'un point de vue plus objectif. Je comprends. Est-ce que tu nous donnais le 4e point? Non, il y a 3 points principaux. OK. Ce qui mettait de l'avant Bourdieu, en fait, il critiquait pas tant les méthodes parce qu'il disait les maisons de sondage, même à l'époque, ils se sont raffinés. Leur méthode n'est pas en soi mauvaise. C'est vraiment tout ce qui est autour, dans cette création de la question et l'interprétation après, et aussi le fait que ceux qui commandent les sondages, ceux qui posent les questions, ce sont les grandes entreprises, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui choisissent quoi poser. Donc, c'est sûr, puis on le voit souvent, là, tel parti politique a commandé tel sondage, ils s'organisent pour que la question soit à leur avantage. Ouais, les gros billets, là. Exact. Puis après, les médias vont en parler, tout le monde va en parler, et l'opinion publique qui est construite va affecter le public qui, lui, n'est pas construit et est réel. Ouais. Ah, les gens pensent ça. Peut-être que c'est moi qui est dans le tort. Ouais. Ça peut avoir ces billets-là, ça peut avoir ces influences, et les politiciens... Mais ça nous apporte un autre point. On parle des opinions comme étant très stables quand une opinion change. Exact. Une opinion, c'est pas statique. Puis on dit, les gens croient que ci, les gens croient que ça. Mais en soi, c'est en ce moment, considérant le dernier sondage, le contexte de la dernière semaine, c'est pas de la dernière heure. Ouais. Les gens pensent comme ça, mais une opinion, ça change vite, là. Oui, on l'a vu récemment. Là. Oui. Mais je m'en rappelle plus si Bourdieu en parlait dans son texte ou non, mais il y a un phénomène qui est l'utilisation des sondages politiques. Fait qu'en gros, quand tu fais un sondage politique, ça va encourager la personne qui est favorisée dans les sondages. Ça crée un effet d'entraînement dans la population, comme ça a un réel effet concret de dire comme mais tout le monde a une opinion favorable ou comme va voter pour lui, mais comme je vais embarquer dans le train. Pour les élections, c'est assez bien documenté aussi. S'il y en a un qui est clairement d'avance, là, il y a plus de gens qui se rallient à ça et à cette idée de... Ça fait un effet boule de neige. Le sondage est un brainwash. On est brainwashé par nos sondages. Non, mais c'est utilisé. C'est un complot. C'est très certainement utilisé. Ben oui. Ouais, c'est un instrument politique. Oui. En tous les cas. Et cette idée de, finalement, l'opinion publique, est-ce que ça existe? C'est pas sûrement entre les deux, là, n'existe pas du tout et existe. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais ça doit changer aussi selon le type de sondage, selon ce qu'on pose et aussi à combien de personnes on le pose. Une opinion, si on fait un sondage, par exemple, sur un référendum qui atteint 90% de la population, on a quand même une meilleure idée de l'opinion publique dans ce cas-ci. Oui, puis c'est juste dans le terme l'opinion publique, il y a une espèce de conception que c'est une opinion du public. Tandis que on devrait parler des opinions publiques, pas de l'opinion publique. Un effet consensuel. C'est ça. Ouais. C'est comme, il y a un consensus dans la majorité. Oui, mais attends, là, peut-être, mais on parle pas... À partir du moment où c'est seulement, par exemple, 53% ou 55% qui pensent tel truc, par définition, ça veut dire qu'il y en a qui pensent exact, on parle d'un spectre d'opinion et non l'opinion publique. Oui, d'accord, la majorité démocratique dit que, mais... Selon l'échantillon. Mais n'empêche que 51%, c'est foutrement pas beaucoup de monde qui ont la même opinion. C'est un peu la même chose avec les gouvernements. Ils ont un peu ce réflexe-là. Ils se font élire à 40%, majoritaire. Ils se sont dit, mon programme au complet est légitime. Ouais. Alors que souvent, on sait quand on vote pour un parti, on n'appuie pas tout ce que le parti fait. Là. Non, ceux qui sont bien impliqués vont souvent le faire. Là. Exact. Ils sont dans le groupe, mais la majorité des gens, je vote pour celui qui a les choses qui m'intéressent le plus, mais pas l'entièreté. Ou inversement, je vote pas pour tel parti, mais contre l'autre parti, parce que je veux pas que l'autre parti remporte les élections. Donc, sans égard. Après, on voit, tous les politiciens font ça. Mark Carney vient de le faire. On a un mandat fort pour appliquer notre mandat. C'est systématiquement tout le monde qui vont faire. Puis évidemment, ils doivent légitimiser leur pouvoir. Et avec notre système, c'est la manière qu'ils le font. Oui, notre système qui est très peu représentatif
Oui, on peut le critiquer. Ouais. Certainement. On se lancera pas là-dedans. Oui, ça, c'est une On autre, aurait une autre heure d'épisode. Oui. On abordera les sciences politiques éventuellement. Ça serait bien, Ça ouais, serait ça très bien. intéressant. Donc, bon, je pense que ça donnait un peu un aperçu de la sociologie de Pierre Bourdieu. Parle-nous de Bourdieu. Bourdieu. Bon, sociologie, j'aurais pu prendre ben du monde pour en discuter. C'est une science très florissante. J'ai pris un sociologue français, sûrement le plus connu des sociologues français. Et de ce que je lis, c'est vraiment, même dans le côté anglophone, le plus connu. Et Plus que Foucault? Foucault n'est pas sociologue, il est philosophe. Ouais, fair enough. Donc, Qui traite beaucoup de sociologie, quand même. oui. Mais bon, d'un point de vue sociologique, il y a beaucoup moins de bons livres que Oui, Bourdieu. je comprends. Mais Bourdieu, bon, décédé en 2002, un sociologue français, et un sociologue, on en parlait tantôt, un sociologue français très impliqué dans la société française, qui prenait beaucoup la parole, beaucoup plus charismatique en vrai de la manière qu'il parle que de la manière qu'il écrit. Il a la réputation d'être un des pires auteurs à lire. Il y en a des pires, là, si on va dans la philosophie française. Mais dans la sociologie, c'est difficile à lire. C'est un peu un rite de passage dans les universités francophones de lire Bourdieu, même dans certains cégeps. Ils nous font pas ça dans les universités anglophones. C'est ça. Je me l'ai fait à moi-même. T'aurais pu lire une version traduite en anglais de Bourdieu. Oui. Ça doit être quand même épuré, je peux pas croire. Oui, c'est plus facile. Parce que l'anglais, c'est une langue qui se prête vraiment moins bien aux longues phrases que le français. Oui, en fait, les traductions, plusieurs collègues dans d'autres langues, là, ils coupent les phrases. Puis c'est un peu ça le problème avec Bourdieu, en fait, l'accessibilité de ses livres, c'est qu'il écrit de manière très intellectuelle. Avec des phrases qui peuvent faire des paragraphes et des paragraphes qui peuvent faire des phrases ou même plus. Ce qui fait que la lecture est très complexe. Cela dit, ce qu'il écrit est excellent. Ouais. Et, non, c'est très, très bon. Et c'est un excellent sociologue, très utilisé encore aujourd'hui, malgré qu'il est décédé. Encore d'actualité dans les thèmes qu'il abordait, beaucoup ce qui a trait aux inégalités sociales. Il ne parle pas juste d'économie, mais il lie l'économie à des phénomènes culturels et symboliques de façon assez unique et de son approche. Un peu français, évidemment, on est dans une tradition française, mais qui a fait quand même son chemin en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Bourdieu, je pense que dans toutes les départements de sociologie, anthropologie, même tout ce qui est sciences sociales, est assez connu et a un impact. Le plus grand concept qu'on lui doit, qui est utilisé aujourd'hui, c'est celui d'habitus, que le mot ne vient pas de lui, hein, il vient d'Aristote. Mais le sens est différent. Et pour lui, c'est vraiment une intériorisation de toutes ces conditions matérielles, de toute l'expérience biographique qui fait qui tu es. Et les choses dans ton cercle, surtout social, il s'est beaucoup concentré sur ces questions-là, qui fait de toi qui tu es. Il a un peu amené cette idée... Donne-moi un exemple. D'habitus, toi. Non, mais... Décris-moi-les. Un exemple, c'est il y a différents types d'habitus, mais un habitus de classe. Par exemple, si tu es né dans une classe plus élevée, donc économiquement plus élevée, tu vas avoir des manières d'être de riche. Tu vas savoir comment bien utiliser les ustensiles. Tu vas avoir une prestance, une façon d'être riche. Alors que si tu es né dans une classe dite pauvre, qui n'est pas pauvre culturellement, là, qui est pauvre économiquement, tu vas avoir des manières d'être pauvre. Une personne pauvre est beaucoup plus apte à survivre avec pas beaucoup d'argent qu'une personne riche. Parce qu'elle a appris à vivre dans ces conditions matérielles. Fait que les bougons seraient une belle représentation de... Non, ça c'est une parodie et une excellente parodie. Non, mais c'était aussi une critique. Oui, je sais. Oui, c'est une des meilleures séries québécoises. Oui. Mais effectivement, il y a des questions d'habitus qu'on pourrait analyser sous l'angle Bourdieu des bougons de façon très drôle. Mais cette idée que où on vit, puis c'est vrai avec le genre, c'est vrai avec les différents éléments de nos identités. La façon de parler aussi. Exact. Qui font qui nous sommes. Ouais. Et nous sommes le produit de toute notre histoire et de l'histoire de notre famille, de notre communauté. Et ce concept, il l'a amené parce qu'il n'aimait pas trop l'idée de culture, qu'il trouvait un peu trop abstrait et pas assez concret. Donc, il a amené ce concept d'habitus qui n'a jamais remplacé la culture dans la littérature académique, mais qui l'a complété au moins. Mais qui est effectivement un peu plus facile à cerner vu que ça touche des personnes. Donc, telle personne, sa façon d'être, on parlait de Pauline Marois, je pense que c'est assez évident que Pauline Marois vient d'une classe plus aisée.
Ouais. Elle a une éloquence, elle a une façon d'être. Elle a été critiquée beaucoup pour ça. Oui, aussi. oui, mais ça, c'est aussi parce que c'est une femme en politique. Oui. Moi, je la critiquerais pas pour ça. Non. Au contraire, il y a une éloquence, il y a une beauté là-dedans. Et il y a d'autres recherches, surtout en linguistique, ethno-linguistique, ont prouvé aussi que des classes dites plus pauvres économiquement, par exemple à New York, ont une richesse culturelle, une richesse d'être, de façon d'être qui est équivalente. Qui est évidemment socialement pas considéré comme aussi beau et faisant partie qui est moins valorisé, mais exact, qui est présent beaucoup moins quand même. valorisé symboliquement, Qui existe tout de même. mais qui est aussi riche, du moins. Et donc, ça, pour compléter cette idée d'habitus. Et, bref, l'habitus, un concept fort utilisé encore aujourd'hui, plus contemporain, et qui peut aider justement à sortir de certains carcans que la culture nous a amenés comme concept. Un autre aspect, c'est la culture. On associe certains éléments de la société aussi à certains types d'habitudes, certaines personnes. Genre, si tu fais telle chose, c'est que tu es d'une telle classe. Hein? Ceux qui font du cheval, de l'équitation, on n'associe pas ça à des classes plus pauvres. Ça coûte de l'argent à faire ce type d'activité-là. Donc, tout dépend de ce que tu fais, tu vas t'associer aussi à les gens qui, majoritairement, vont faire de cette activité-là. Parce qu'il y a une distinction dans les goûts aussi. Exact. Le fameux livre La Distinction, 1979. Et qui est un livre complet sur cette question-là. Et lui, en fait, il fait cette distinction-là en France. C'est assez intéressant la manière qu'il le fait. Évidemment, quand on lit, évidemment, les consommateurs de bière sont associés à des gens plus pauvres, les consommateurs de whisky plus riches. On voit ce type de distinction-là. Mais même dans la musique. Exact, il en parle. Je pense que le jazz est plus élevé. Le jazz, la musique classique. Donc, évidemment, c'est localisé en France dans son cas. Ouais. Il a aussi fait de la recherche sur la société kabyle, ce qui l'a beaucoup aidé aussi. Je pense que cette distinction avec deux sociétés aide à relativiser. Mais ça reste deux sociétés qui sont géographiquement proches, culturellement assez différents. Ouais. Mais il a fait de l'ethnographie beaucoup là-bas. C'est un des sociologues qui aime beaucoup l'ethnographie en France. C'est plus rare, ça. Oui. Et clairement, ça l'a marqué, son étude avec les Kabyles, parce qu'il en fait souvent référence tout au long de sa carrière, de ses livres. Ça reste présent pour... je ne sais pas si c'est pour ça, mais du moins, ça aide à donner une sorte de relativisme culturel pour comme bien distinguer, de dire, bon, mais ça, c'est la société en France, mais c'est pas généralisable partout. Il reste combien de temps, Carl? Juste que je savoir. On est à... Juste savoir... Continue. Je peux parler longtemps de Bourdieu. On est à 1h05. Oui, on va finir bientôt. Je voulais parler, en fait, d'un livre en particulier. Il a écrit beaucoup. C'est un grand auteur. Je voulais vous parler, parce qu'on parle du milieu académique depuis tantôt, de son livre Homo Academicus. On va parler du système universitaire. Bourdieu a critiqué tout le monde, les médias, les politiciens, aussi l'université. Et ça n'a pas fait du bien à beaucoup de monde dans les universités. Les chercheurs... Les professeurs, comme les médias, comme les politiciens. Les politiciens, ils sont plus habitués. Mais sinon, les médias et les professeurs sont moins habitués aux critiques. Ils l'ont un peu moins bien pris, ce livre, où finalement, il appliquait sa théorie au milieu universitaire. Il disait, le milieu universitaire n'est pas un milieu de la grande liberté absolue et de cette idée de connaissance. C'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu où il y a une compétition. Il y a tous ces enjeux qu'on voit dans la société, on la voit aussi à l'université. Et il a analysé ça. Ça n'a pas très bien passé dans les universitaires. Des critiques... C'est encore vrai aujourd'hui. Oui, c'est une réalité. L'université, là, n'est pas la panacée de la société. C'est un reflet de la société. Oui. On parle, oui, il y a du savoir, il y a de la bonne recherche qui est faite. Pour ça qu'on fait un podcast, pour ça qu'on est dans ce milieu-ci. Puis on aime ça, là. On aime vraiment ça, mais il y a beaucoup de négatifs à l'université. Exact, mais il n'y a pas une neutralité académique absolue. Non. En fait, il n'y a pas de neutralité du fait d'être académicien, d'être dans l'université. Ça n'existe pas. Et l'université, des luttes internes, des positions politiques, sociales qui sont amenées. Il traite beaucoup dans ce livre-là de mai 68. C'est l'exemple qu'il utilise et qui démontre les positions qui ont été prises par les universitaires. En fait, c'est minoritaire dans les universités. Alors que ça a pris l'ampleur que ça a pris, mai 68, c'est pas l'université qui pensait ça. C'est certains groupes. Puis beaucoup de contestations universitaires, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Ce sont des groupes
qui ont réussi dans une certaine lutte à prendre la place et à imposer leurs idées. C'est vrai dans d'autres cas, même s'il n'y a pas de lutte, c'est qu'il y a une classe qui a dominé, c'est souvent la classe administrative, la classe dirigeante, et qui fait qu'on ne fait rien. Là. Il n'y aura pas de manif, il n'y aura rien. Il y a tout le temps cette lutte-là. Et il l'a analysé. L'une des critiques qu'on pourrait légitime, je pense qu'on pourrait dire, c'est que ça a été fait de façon un peu froide. Et il l'avoue lui-même, Bourdieu, que ce livre-là, vu qu'il traite de son propre milieu, a voulu se distancer dans l'analyse. Et ça fait que ça a été pratiquement déterministe. Il y en a qui l'ont accusé vraiment de déterminisme avec ce livre-ci. Ça peut donner cette impression aussi de ce recul lui-même en tant que chercheur. Il dit « Ah, je suis de ce milieu-là, je dois me reculer. » Défini déterminisme. Déterministe dans le sens que c'est telle chose, un peu comme une science naturelle pourrait faire, et amener « ça c'est la réalité, c'est ça qui va se passer tout le temps et qui est là constamment. » Il manque de nuances. Ceci et cela, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Exact. Mais ça, c'est la position qu'il a prise, qui lui pensait être la bonne à l'époque, et qui a regretté, du moins partiellement, il a admis que c'était pas nécessairement la meilleure. Mais s'il avait fait l'inverse, s'il s'était plus investi personnellement, on lui aurait reproché l'opposé. D'avoir d'être été trop proche, subjectif. le résultat aurait été aussi différent. Mais c'est un bon livre pour critiquer le milieu académique, pour amener une certaine réflexion. On le fait aussi un peu ici. Là. On critique et il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, des choses à améliorer, pas nécessairement des affaires négatives. Là. Mais on n'est pas un lieu pur. Puis c'est important de le rappeler parce qu'on se le fait rappeler. Puis c'est vrai. Puis il ne faut pas non plus se mettre sur une position supérieure à qui que ce soit d'autre parce qu'on fait de la science et que c'est le lieu de savoir absolu. Exact. Ça nous ramène à notre sujet initial de cet épisode-ci, qui était comment peut-on communiquer, puis mieux se rapprocher, puis de vulgariser ce qu'on fait pour justement briser cette conception qu'on est dans des tours d'ivoire, puis let's go Pauline Marois. C'est-tu le mot de la fin? Let's go Pauline Marois? Ben, on dirait bien. OK. Ça peut être ça. Écoute, ça boucle la boucle. Merci, Madame Marois. Bon, merci à vous deux. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Oui, ça a été bien agréable avec toi. Et je me tourne vers notre public. Merci beaucoup d'avoir été dans notre épisode du Coin des sciences et on se retrouve à la prochaine fois. Merci. Merci.